Oui. Bon, merci Thierry. Et vraiment, je voudrais remercier chaleureusement Madame Diane Keta et l'ensemble des intervenants, mais en particulier de sa place, Madame Keita. Je trouve que son intervention et le type de propos qu'elle tient dans ce lieu avec nous donne complètement, je dirais, du sens pour moi à ce qu'est la chaire UNESCO et de santé sexuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes, en tout cas, ce qui donne du sens à ma présence pour moi dans cette chaire. C'est-à-dire qu'on est là confronté à des approches qui touchent à la fois la diversité humaine et qui touchent en même temps la singularité de chacun. Je suis avec elle tout à fait proche de cette petite fille de 10 ans dont elle parle. Cette petite fille de 10 ans qui est une petite fille que nous avons vue, rencontrée ici, là et là-bas, et qui est plein de perspectives, mais en même temps tellement conditionnée par des gens qui sont là avec des discours idéologiques et qui ne lui permettent pas effectivement de pouvoir vivre suffisamment ce qu'elle a, sa promesse de vie. Voilà. Alors, je voudrais dire que lorsque l'intervention de monsieur alors je ne sais pas s'il est, en tout cas le diplomate du Congo intervient, je crois qu'il a vraiment raison de montrer la difficulté entre nos options et la réalité de la mise en pratique dans la réalité des contextes. Je voudrais dire que de notre place, nous ne sommes pas des diplomates, nous n'avons pas le même type de discours, mais nous avons quelque chose d'autre. Nous sommes fondamentalement des gens qui sont proches de ces petites filles, de ces garçons, de ces parents, c'est-à-dire qu'on est des cliniciens. Et je pense qu'on a besoin justement de ce relais entre ce niveau de discours, ce niveau de force de proposition que vous représentez et celui que nous pouvons, nous, contribuer à participer, à promouvoir et à mettre en pratique à la fois auprès des étudiants, et auprès des professionnels. Et effectivement, l'université est là aussi pour assurer au niveau des étudiants cette courroie de transmission. Voilà, donc je voudrais dire que nous sommes là tout à fait porteurs de cette courroie de transmission et nous vous remercions de venir à nous aider à la porter. Merci Pierre. Est-ce que encore en Zoom, il y a d'autres personnes? Je vois que Laurent Mandelbrot à côté veut intervenir aussi. Vérifier, est-ce que Charlotte? Non, pour le moment. Alors Laurent. Merci. D'abord, merci Madame Keita pour ce rapport et pour votre présentation. Je crois par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a un mot que je n'ai pas entendu qui était éthique. Et quand on voit la difficulté qu'on a de traduire les principes, on parlait de droits. Les droits, par définition, ce n'est pas les mêmes droits dans différents pays, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les cultures ne sont pas les mêmes. Ouais. Ou leur définition. Leur définition n'est pas la même. On voit à quel point de faire passer des concepts qui sont universels, qui sont vraiment justement des droits universels. Vous avez dit tout à l'heure que la conférence du Caire, si on voulait la refaire aujourd'hui, ce serait bien difficile. Et on voit, on est parti sur une nouvelle situation
où il y a un morcellement aussi, même dans nos pays, dans nos sociétés, sur les réseaux sociaux, sur on peut dire les plaidoyers des uns et des autres, hein, pour rester neutre, qui sont parfois radicalement en opposition. On a parlé aussi de la traduction, quand c'est important, quand on entend dire qu'au Congo, voilà, cette loi, c'est une loi du Nord qu'on nous impose, alors que c'est une vérité universelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut justement mettre ça sur un niveau au-dessus, qui est peut-être le niveau de l'éthique qui est bien par définition universel et pas purement sociétal? Merci beaucoup. Je vais commencer par l'honorable de Goma, M. Jean-Paul, c'est ça? Merci pour votre question. Elle est liée à celle de M. Laurent tout à l'heure par rapport à l'universalité et la représentation. Votre question est très importante parce que, permettez-moi de vous donner un exemple. Les questions de violence basées sur le genre. Les questions puisqu'en RDC, on parle beaucoup de cela, et à un moment donné, j'avais été interpellée par la presse d'ailleurs, comment voulez-vous régler la question de violence basée sur le genre ici, dans une ville comme Kinshasa, qui est réputée être la capitale du viol? Un journaliste m'a posé cette question une fois. Croyez-moi, je ne l'ai pas raté. Pour les questions de viol, simplement, dans le monde humanitaire, comme ce qui se passe à Goma, l'activité principale, c'est de sauver la vie humaine d'abord, de les retirer de là, si elles ont des fistules, si elles ont été violentées, de leur permettre d'être réparées ou d'être soignées. Mais dans le temps normal de violence qui se passe à Kinshasa, dans des villes qui ne sont pas en conflit, la violence implique plusieurs départements. Souvent, on veut le confier souvent c'est une dame, ministre des Affaires sociales, au ministre du genre, au ministre de la femme, au ministre de la protection. On lui donne un nom, elle a très peu de budget, elle ne peut rien faire. Elle ne peut faire que des séminaires, réunir quelques associations de temps en temps et compter sur nous pour l'aider. Mais ce n'est pas le seul département qui devra intervenir. Le département de l'intérieur doit intervenir. Parce que si les policiers ne savent pas comment recevoir la personne violentée, les policiers sont assis, commencent à rigoler dès qu'une femme en sortait bien. Oh, mais c'est toi qui es une prostituée, c'est toi qui es une péripatéticienne. Il y a un problème. Plus aucune violentée ne viendra parce qu'ils donneront raison aux garçons. Si elle va à l'hôpital d'abord, qui tombe souvent un homme de garde, parfois même une femme, une sage-femme, c'est toi qui es comme on appelle, la fautive. Si tu n'avais pas fait 1, 2, 3, on ne t'aurait pas touché. Et croyez-moi, un député m'a dit ça à Kinshasa, à une réunion, que les femmes s'habillent très mal aujourd'hui dans les villages. Je dis, bon, il n'y a pas beaucoup de villages où les femmes s'habillent très mal parce qu'elles n'ont pas beaucoup de choix et elles mettent des habits très pratiques. Dans les capitales, c'est autre chose. Donc, vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, vous avez le ministère de la Justice. Si un magistrat ne sait pas comment traiter un cas, et j'ai eu le cas au Bénin, il m'appelle, Madame la représentante, je suis coincée. Je veux défendre, mais je n'ai pas les instruments, je n'ai pas les textes, je ne sais pas comment faire pour aider cette victime. Je peux continuer comme ça dans tous les ministères clés qui doivent la défense en RDC. On a travaillé avec l'auditorat général pour les cas de violence en cas de guerre, etc., etc. Donc, tous ces ministères sont concernés. Je n'ai même pas parlé de la santé parce que ça me paraît évident. Le ministère des Finances pour pouvoir mettre à disposition tous les ressources. Le ministère de l'Éducation pour s'assurer que dans tous les curricula, il y a un minimum d'informations de préparation. C'est comme ça qu'on lutte contre les violences dans un État. Il n'y a pas de loi imposée en 2023 dans aucun pays de la planète, sauf si vous êtes sous colonisation. Il n'y en a pas. Les pays sont indépendants et souverains. Donc, ils ont fait leur loi, ils ont fait leur constitution. Maintenant, beaucoup de constitutions, beaucoup a été copié. Moi qui ai commencé par des droits, on sait tous le code de Napoléon, etc., etc., on a étudié, il y a d'autres choses. Mais il n'y a pas de loi imposée dans aucun pays aujourd'hui. La difficulté des pays souverains, parce qu'ils le sont tous, ceux qui sont aux Nations Unies en tout cas, et ceux qui ont signé, les 179 qui ont signé à la Convention du Caire, c'est la capacité de se remettre en cause, de relire leurs textes, de relire leurs droits et les adapter à deux choses. Leur composante culturelle et leur composante cultuelle. Ce qui tue l'Afrique, c'est le mix de ces deux-là. Le nombre de choses qu'on met sur la religion musulmane qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, c'est effarant. Le Nigeria est divisé en deux pôles.
Et des lois ne peuvent pas être passées pour le mariage au-delà de 18 ans à cause du Nord. Et la majorité des filles qui ont été violentées dans l'effet de Boko Haram, ce ne sont pas des musulmanes. Ce sont des jeunes chrétiennes qui sont enlevées. On n'en parle pas beaucoup. Qu'on a soumis à l'islam pour les retirer de leur religion. Très peu de gens savent ça. Je le sais parce que j'ai eu l'honneur de faire partie des négociations pour les faire sortir. On n'en parle pas beaucoup. Donc, la responsabilité, ce que vous dites est tellement important en tant que magistrat que relire les textes de l'applicabilité des lois relève de la souveraineté de chaque État. Nous, notre rôle, c'est d'attirer l'attention des gouvernements, soyez logiques envers vous-même, c'est d'encourager les associations à crier très fort auprès des gouvernants pour dire, écoutez, vous avez tout faux, vous avez tout bon, continuez, parce que des fois, ils ont tout bon. Et, comment dirais-je, et l'université. Moi, j'ai intégré l'université, comme je fais partie de ce groupe d'études prospectives, j'ai vu des universités qui discutaient pour demain. Je n'ai pas vu la mienne dedans. Je suis francophone, je fais partie d'une certaine culture. Je n'ai pas vu. J'ai dit, je vais tout offrir. Quand je suis venue l'année dernière, j'ai dit, je veux l'université. Et la directrice me dit, toi, tu sais ce que tu veux au moins. Et j'ai besoin que mon université à moi, celle dans laquelle j'ai grandi, puisse faire partie du débat qui va changer le monde de demain. Donc, votre point est important, mais je compte sur vous pour pouvoir changer cette discussion, pour pouvoir entamer la discussion localement. Personne ne le fera pour vous, certainement pas la loi française. Ce n'est pas la loi française qui régit la RDC, ni la loi belge, c'est la loi de la RDC qui régit la Belgique. Et ça, je pense que c'est un aspect important. Professeur Benkosi, merci pour vos aimables commentaires. Je suis très touchée. Si on peut contribuer et continuer la discussion ensemble, ça sera l'honneur et pour nous. Le secrétaire général des Nations Unies, aujourd'hui, vraiment dans la façon de voir, on étudie avec les universités, on avance avec les universités de l'intelligence artificielle et l'éthique, comme l'a dit le professeur Laurent tout à l'heure, de l'éthique. Ça, c'est l'UNESCO qui est notre chef de file pour ces questions-là. Et nous travaillons dessus. Et on a les SAM, tout le monde connaît ChatGPT, je suppose. J'espère que vous l'utilisez. C'est trop facile. Je ne sais pas comment les universités vont faire pour les thèses maintenant, d'ailleurs. Je suis contente de ne pas avoir de thèse à soutenir maintenant, je vous dis la vérité. Parce que déjà, à l'époque, quand j'écrivais, mon professeur disait ça, vous avez pris dans tel bouquin à telle page. Recommencez. Donc, je ne sais pas. Mais c'est la vie réelle aujourd'hui. Comment on ne peut pas retarder la science pour le plaisir de se confiner dans un monde qui est en train de disparaître. C'est ça la vérité. Donc, les hommes de loi, les femmes de loi, c'est une chose. Maintenant, on parle de femmes parce qu'on s'est rendu compte que les 52% de la population mondiale, presque les 4 milliards de population ou un peu plus des femmes qui existent sur la planète, c'est la majorité. On a 44% qui sont en état de souffrance. C'est ça la vérité. Et la première des choses, c'est le respect. C'est le respect. J'ai parlé aux parlementaires et aux sénateurs des pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique le vendredi dernier et certaines personnes disaient « nos femmes, our women ». C'est le respect. Et le respect, c'est ce qu'on apprend à la maison d'abord et c'est la manière de se comporter. Il y a beaucoup d'hommes féministes de par la planète. Au fond des Nations Unies, on n'est que 4 000 fonctionnaires à peu près, presque 5 000. Mais je vous assure que les 2 tiers au moins des hommes de cette organisation sont des féministes accomplis, probablement plus que moi. Et il y en a beaucoup dans cette salle. Les associations aiment les attribuer, mais si on ne met pas le doigt là où ça fait mal, on parle des femmes prostituées. J'ai rencontré des hommes qu'on a prostitués en Europe. J'ai rencontré des hommes qui avaient des douleurs dans leurs yeux, des hommes de 40 ans et des gamins, européens certains, arabes d'autres, africains d'autres, parce qu'ils avaient été violentés par d'autres hommes dans des pays qu'on n'imaginerait pas. Ça, ce sont des choses qui existent aussi, dont on s'occupe aussi. Mais la majorité reste ces populations dont on vient de vous parler. Et je compte sur vous dans les pays pour faire cette différence-là. Et l'éthique est centrale à toutes ces questions. Au niveau des Nations Unies, on répartit le travail éthique en fonction du rôle de chacun. Et le chef de file chez nous, c'est l'UNESCO. C'est pour ça que je suis venue à la chaire UNESCO. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais c'est une question d'éthique qui est revue tous les jours parce qu'elle est rediscutable tous les jours. Mais pour certaines parties comme l'Afrique, les questions culturelles et les questions culturelles sont à prendre en considération.
Quand je vois toutes les femmes voilées d'une certaine manière aujourd'hui, je suis désolée, ce n'est pas culturel au Sahel de mettre ses voiles. Au Sahel, on met des pagnes, on met des trucs, on met un foulard. Ça vient d'ailleurs. Selon qu'on a été, que la société islamique vienne d'Arabie Saoudite, vienne de Turquie ou vienne du Maroc. On voit aussi comment les hommes s'habillent. Donc, certaines cultures sont en train de disparaître pour des raisons culturelles qui ne sont pas d'origine. Et il faut faire attention à ces détails-là aussi. Je vais m'arrêter là pour le moment, professeur.